Voilà, merci aux organisateurs de cette école de m'avoir invité pour parler finalement de sujets qui me passionnent depuis assez longtemps, hein, représentation des connaissances, qui est mon sujet de recherche, disons, et explicabilité, explication, un sujet sur lequel j'ai travaillé il y a longtemps, je montrerai un peu ça pendant ma thèse, et puis sur lequel je suis revenu beaucoup plus récemment dans le cadre de la chaire dont Sergeane a parlé. Voilà. Donc pour moi, c'est amusant, c'est intéressant de revenir finalement à des amours anciennes, en quelque sorte. Voilà, donc une petite présentation, un plan de mon exposé du jour. Je vais commencer par une introduction, finalement, où je vais un peu survoler les choses, parler de représentation des connaissances et de fixer, grosso modo, ce que c'est, mais de très haut. Je ne rentrerai pas dans les détails, je n'aurai pas le temps pour ça. Vous parlez d'explication dans ce cadre-là. Ça permettra un peu de planter le décor et puis d'entrer dans des questions un peu plus spécifiques ensuite. Vous parlez de différentes formes d'explication, d'explication déductive dans un premier temps, d'explication abductive dans un second temps. Vous parlez de la problématique de l'intelligibilité, ce que c'est qu'une explication intelligible. C'est un sujet qu'on a beaucoup entendu parler de l'interprétabilité, d'intelligibilité des explications ces jours derniers. Donc je vais revenir là-dessus. Et puis, je vous parlerai tout à la fin. Alors, je passerai peut-être des parties, puis j'ai beaucoup de slides. À la fin, je vous parlerai des travaux les plus récents que je développe avec mes collègues et étudiants dans le cadre de la chaire sur la question d'expliquer en français, il faut dire des classements, quand on met des objets dans des classes, la classification, c'est fabriquer des classes, je crois. Voilà, avant éventuellement de conclure. Donc, c'est parti, on y va pour l'introduction. Donc, la représentation des connaissances, qu'est-ce qu'on peut en dire, où est l'origine, où sont les racines. On revient vraiment au début de l'IA, avec des grands courants qui sont apparus à cette époque-là. Le courant d'IA dite symbolique, qu'on peut résumer par le making a mind, et par opposition au courant plutôt numérique, connexionniste, modeling the brain. Alors, ce sont vraiment des courants, et je vais vous montrer aujourd'hui, on peut difficilement dire que ce seraient des objectifs qui auraient pu être atteints, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais surtout vous parler de l'approche making a mind, la symbolique, mais même du côté modeling the brain. Elisa, pour moi, a évoqué un petit peu la chose hier, un réseau de neurones, aussi compliqué que vous pensez, c'est loin encore de la complexité du cerveau. Voilà, le cerveau reste un organe mystérieux avec beaucoup de phénomènes type brain shift, barrière hémato-encéphalique. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail de ça maintenant. À la pause, si le sujet vous intéresse. Vous parlez du Human Brain Project, un flagship de l'Union européenne, donc un gros projet qui est encore en route actuellement. Un projet à plus de 1,2 milliard d'euros, si je me souviens bien. L'objectif, c'est vraiment de modéliser le cerveau. Et puis, il reste 2 ans pour terminer ce projet. On est loin des objectifs. Et on se rend compte que, de toute façon, on n'a pas la puissance de calcul aujourd'hui pour y arriver, même avec les supercalculateurs les plus puissants. Celui de Fujitsu, qui est bien plus puissant encore que Janzé, par exemple. Voilà, donc... alors, ce projet Human Brain Project, l'objectif, c'était plutôt d'essayer de modéliser le cerveau pour des applications liées à la médecine. Essayer de mieux comprendre les pathologies, la dégénérescence du cerveau liée à l'âge, ce genre de choses. Et on n'est pas au bout. Il faut malheureusement, on n'y est pas encore aujourd'hui. Donc, l'IA symbolique, c'est un courant qui s'appuie sur une hypothèse posée il y a très longtemps par 2 des fondateurs de l'IA, Herbert Simon et Alan Newell. L'hypothèse de système de symboles physiques dit globalement qu'un système physique, une machine, va être capable finalement de simuler ou de reproduire un comportement intelligent, avec les guillemets qui s'imposent chaque fois qu'on parle d'intelligence.
Eh bien, si et seulement si, c'est un système physique de symboles, c'est-à-dire c'est une machine finalement qui va permettre de mouliner les structures symboliques, de passer de structure symbolique à d'autres structures symboliques. Oui. Bon, c'est une définition très générale finalement, il faut même faire entrer un ordinateur, finalement c'est une structure comme ça. D'accord. Alors c'est bien sur le côté IA des simulations, hein, mais ça reste assez général finalement, si on le voit comme ça. Ce qu'on peut noter, c'est que contrairement à une approche, disons, neuromimétique, une approche symbolique, on ne fait pas d'hypothèse sur finalement le moyen d'arriver aux objectifs, d'un point de vue technologique. La vue n'est pas du tout anthropomorphique. Bon, bah oui, parfois, voilà, essayer de reproduire la façon dont on fonctionne nous pour arriver à un comportement, c'est pas la bonne façon. Hein. Vous savez bien que voilà, les avions, jusqu'ici, même s'il y a des tentatives, ne volent pas comme des oiseaux. Hein. Mais il commence à y avoir des choses, des aéronefs à voilure battante, pour utiliser la terminologie, voilà, qui s'applique. Le courant de l'IA symbolique, ce qui est intéressant, c'est que il y a un concept clé, hein, clairement, qui est le concept, ah oui, ça passe pas là-dessus, le concept de langage de représentation. Ça, c'est fondamental. On va avoir un langage dans lequel on va pouvoir exprimer de l'information et la partager. D'accord? Donc, transférer de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Vous voyez, quand on apprend, alors on apprend, ça passe toujours par nos façons de percevoir, hein, que ce soit par la vue, par l'ouïe, etc. Mais quand on apprend des choses, comme j'espère que vous êtes en train de le faire au moins un peu, vous voyez, ça passe aussi beaucoup par le langage, et on n'a pas besoin là, de multiplier les exemples, de multiplier les données pour apprendre. On a cette capacité-là, voilà, que les machines n'ont pas encore aujourd'hui. Voilà, donc cette idée de connaissance transférable, elle est tout à fait importante et elle singularise quand même ce courant de l'IA symbolique. Alors, la représentation des connaissances, si je zoome un peu maintenant, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Le cas pour knowledge, en fait, ça va plus loin que ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, souvent, c'est les croyances qui sont certaines, qui sont vraies, qu'on postule comme vraies. Donc, ça va bien au-delà. Et puis, le R, en fait, donc, representation va au-delà aussi du côté représentation. Donc, c'est un côté modélisation. Je vais vous expliquer un peu la différence entre les deux maintenant. Voilà. Donc, en représentation des connaissances, qu'on va appeler connaissance, en fait, c'est de l'information. Une information qui peut être, finalement, qui peut être interprétée de tout un tas de façons. Donc, la connaissance, ça va être un agent, par exemple, connaît à propos du monde, donc ses croyances certaines. Mais on va aussi pas mal en présentation des connaissances s'intéresser aux croyances. Les croyances, ce sont plutôt des hypothèses. On n'est pas totalement sûr qu'elles soient vraies, on peut être plus ou moins sûr. On va exploiter ces informations-là pour raisonner. On s'intéresse aussi à autre chose que sont les préférences. Il y a la façon dont on voudrait que le monde soit. D'accord ? Ce n'est pas forcément ce qu'il est, mais la façon dont on voudrait, en quelque sorte, le voir évoluer. Et puis, pour pouvoir le faire évoluer, on s'intéresse aussi évidemment à la représentation d'actions qu'on peut accomplir sur le monde pour le transformer, le diriger, faire en sorte qu'il passe dans des états où finalement les propriétés qu'on attend sont vérifiées. Donc tous ces objets-là, connaissances, croyances, préférences, actions, je pourrais parler d'intention, etc. Ça fait partie globalement du bestiaire de la représentation des connaissances, des objets qui nous intéressent. On va essayer de modéliser, sur lesquels on va essayer de développer des méthodes d'inférence. J'arrive justement à l'inférence. Vous voyez, on parle de représentation des connaissances. Alors, le nom entier de la conférence dédiée, c'est plutôt KR and R. Le deuxième R est important. On peut difficilement parler de représentation sans parler de mécanismes de raisonnement associés. La connaissance, ce n'est pas juste voyez, de la connaissance qui serait explicite, voilà, donnée. Évidemment, on a besoin
pour savoir, d'inférer. On ne se contente pas de mémoriser, d'aller simplement rechercher l'information qu'on aurait mémorisée. Non, on va aller plus loin. Et pour aller plus loin, on va avoir besoin de mécanismes d'inférence, en particulier de mécanismes d'inférence déductifs, qui vont permettre bien de dériver de l'information certaine à partir d'informations qu'on va supposer comme étant vraies dans le monde qui nous entoure, dans le monde que l'on modélise. Voilà, donc ce côté inférence, il est évidemment aussi complètement central et il pose tout autant de questions que les concepts sur lesquels il s'appuie. C'est comment on va pouvoir modéliser ces formes d'inférence qui vont voilà, aussi bien de la déduction. Alors, la déduction, je vais surtout vous parler de la déduction en logique classique, celle que vous connaissez bien depuis longtemps, parce que c'est un petit peu le socle aussi des autres logiques développées en IA. C'est surtout le mode de raisonnement qu'on utilise en sciences, en mathématiques en particulier. Ça ne convient pas exactement au raisonnement de bon sens. Le raisonnement de la vie de tous les jours nécessite, en fait, de façon souvent implicite, de faire des hypothèses. Ça vient compléter ce qu'on a éventuellement, ce qu'on n'a pas appris, et ça nous permet de prendre de meilleures décisions. Voilà. De la même manière, pour vous donner un exemple de raisonnement du sens commun, Serjan parlait tout à l'heure de paraconsistance, de raisonnement à partir de contradictions. Vous savez bien en logique classique qu'à partir du faux, on peut déduire avec un raisonnement correct aussi bien le vrai que le faux. Bertrand Russell disait si 0 égale 1, alors je suis le pape. Bon, je pourrais vous faire la démonstration en prenant ce propos de Russell. Voilà, mais dans la vie de tous les jours, évidemment, voilà, on ne passe pas en mode complètement buggé quand on reçoit de l'information contradictoire. Si vous voulez, depuis ici, vous dirigez, je ne sais pas, vers le Panthéon qui n'est pas loin, et que vous demandez à des passants dans la rue, qui vous disent, écoutez, il faut aller par là, et que 3 autres vous disent, il faut aller par là, vous dites, bon, il doit pas avoir raison. Vous allez peut-être écouter plus volontiers la majorité dans ce genre de situation. Mais en tout cas, cette contradiction ne va pas vous faire bugger complètement. Vous allez vous souvenir après de la façon dont vous vous appelez. Alors, un raisonnement purement logique, purement déductif, à partir d'une contradiction, permet de tout déduire et on n'a plus d'informations du tout. Voilà, un des aspects de la différence entre le raisonnement, disons, de sens commun par rapport à la déduction logique, pure et dure. Donc la représentation des connaissances, je l'évoquais, elle ne parle pas seulement de représentation, elle parle aussi de modèle. Donc je vais faire une séparation entre modèle et représentation ici. Voilà. Donc il s'agit de modéliser non seulement le type d'information dont on va avoir besoin en fait, pour construire notre système intelligent, ces préférences, ces croyances dont je vous parlais, mais aussi les types d'inférences. La déduction, mais il n'y a pas que ça. On s'est aussi intéressé à modéliser, par exemple, au-delà de la déduction, même ce que c'est que la généralisation. Ce que c'est que l'inférence inductive. Comment est-ce qu'on apprend? Voilà. Et donc, il nous faut des modèles pour ça. Il faut essayer de baliser un peu le terrain. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une inférence déductive correcte? Qu'est-ce que c'est qu'une abduction qui a du sens? Bon. Et puis, on a aussi le côté représentation, où là, on va s'intéresser véritablement à la façon dont l'information va être codée. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir l'exploiter avec un ordinateur. Il faut à un moment ou à un autre que l'information soit codée. Pour faire un parallèle, là, vous allez avec des choses, je pense que vous êtes essentiellement des étudiants d'informatique, donc vous devez les connaître. Vous voyez, ici, on retrouve un parallèle intéressant avec du côté modèle, par exemple, les types abstraits à gérer. On va dire, voilà, je veux représenter sur ma machine, j'ai besoin d'effectuer des traitements sur des ensembles. Comment je vais représenter un type abstrait ensemble? Voilà, avec les opérations dont on va avoir besoin sur les ensembles. Tester si un élément appartient à l'ensemble, réaliser une union, ce genre de choses. Et puis, il va y avoir des liens entre ces opérations.
qu'on peut caractériser algébriquement par des égalités ou des axiomes. Voilà, si j'ajoute un élément dans un ensemble et qu'ensuite je teste si l'élément est dans l'ensemble, la réponse sera oui. Vous voyez, c'est une loi qui va toujours être vraie. Vous voyez, donc ça, c'est le côté modèle. Hein. Et puis, vous le savez tous, ça ne suffit pas. Hein. Après les types abstraits de données, il y a les structures de données. Et un objet de type ensemble, il y a plein de façons informatiques de le représenter. On peut utiliser, je ne sais pas, un tas, on peut utiliser, tout mettre dans une liste, on peut utiliser un vecteur de bits si on sait que l'ensemble, c'est sous-ensemble d'un ensemble de références, on peut faire plein de choses. Hein, et typiquement, le choix d'une bonne structure de données va dépendre des traitements qu'on veut réaliser ensuite. Et là, ça va être, on a exactement la même problématique. Le choix d'une bonne représentation va être guidé par ce genre de trucs. Voilà. On peut noter aussi, au passage, que voilà, la représentation des connaissances, et particulièrement quand on s'intéresse au formalisme logique, la séparation entre la partie modèle et la partie représentation, elle n'est pas toujours explicite. En fait, voilà, assez souvent, on se donne à la base un langage, d'un point de vue logique, et puis une relation d'inférence. Cette relation d'inférence va avoir, par sa définition, un certain nombre de propriétés qui ne sont pas toujours explicitement décrites sous forme de postulats, par exemple. Parfois, mais pas toujours. Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on attend en fait des modèles qu'on emploie? Évidemment, de pouvoir être suffisamment fidèle pour prendre en compte, voilà, on a un problème concret qu'on veut pouvoir modéliser et traiter ensuite. Il y a de l'information utile là-dedans. On veut pouvoir au moins représenter cette information utile en exploitant notre modèle. Ça, c'est un minimum. Souvent, on aime raisonner sur le modèle que l'on construit, donc on préfère avoir une définition qui va être précise, avec une base mathématique. Et puis, bien sûr, on veut aussi, quand on s'intéresse au modèle de relation d'inférence, modèle de raisonnement, bien sûr, vérifier un certain nombre de conditions de rationalité dans cette suite d'énoncés que constitue un raisonnement. Toutes les suites ne sont pas admissibles, pour s'il y a une preuve, par exemple. Et donc, tout ça va être régi par un certain nombre de principes, appelés postulats ou axiomes, du genre, voilà, si je crois à un énoncé alpha et un énoncé bêta, leur conjonction, j'ai envie de croire aussi à la conjonction. Voilà un principe. Donc, qui peut être traduit par des postulats explicites ou pas. Ça peut être caché à l'intérieur de. Voilà. Du côté des représentations, maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Évidemment, la représentation qu'on considère, elle doit coller au modèle. Je parlais du type ensemble tout à l'heure. Voilà, il faut que la structure de données que je choisis, si je dois réaliser des opérations sur les ensembles, permette bien de représenter les ensembles. C'est une chose. On attend aussi d'une représentation assez souvent qu'elle soit relativement intelligible. Vous voyez, déjà, on n'est pas encore dans les questions d'explication, mais pour autant, on veut pouvoir comprendre. Donc ça, c'est une question importante. Une représentation, ce n'est pas forcément un encodage. On peut attendre une certaine proximité au langage naturel. Et ce critère-là, comme le précédent, et d'ailleurs le suivant, reste relativement informel. Il n'y a pas forcément de consensus là-dessus pour savoir ce que ça veut dire, être intelligible. On y reviendra. Ou même être modulaire. Vous voyez, être modulaire, ça veut dire, grosso modo, qu'on n'a pas envie de devoir tout changer. Si l'information arrive morceau par morceau, quand on a pris en compte une partie de l'information qui arrive un petit morceau, on n'a pas envie de tout bouleverser. Rapprocher ça d'une certaine idée de continuité. Voilà. Mais il n'y a pas qu'une définition possible, par exemple, pour cette idée de modularité. Et puis, on a des critères là qu'on peut
on peut formaliser de façon beaucoup plus consensuelle l'expressivité du langage de représentation, donc la capacité à représenter de l'information. Ce qu'on appelle l'efficacité spatiale, le succinctness, c'est la capacité à représenter de l'information en utilisant peu d'espace, peu d'espace mémoire. Et ça, c'est tout à fait important. Hein. Il faut bien penser que quand on s'intéresse à la complexité de résolution d'un problème, hein, la complexité doit toujours être une fonction de la taille de l'entrée de l'instance. Donc, on peut faire baisser la complexité éventuellement, artificiellement, en augmentant la taille de l'entrée. Donc, il y a toujours ce côté taille de l'entrée qu'il ne faut pas oublier. Et puis, on a bien sûr, hein, ce qu'on connaît mieux, qui est l'efficacité temporelle du processus. Ben, voilà, si je veux réaliser, par exemple, des intersections d'ensemble, voilà, je sais que mes ensembles sont tous des sous-ensembles, un ensemble qui n'est pas bien grand, et je veux être efficace là-dessus sur mes opérations ensemblistes, d'intersection, d'union, etc. C'est surtout ça que je vais faire. Ben, une structure de données adéquate, ça va être par exemple un vecteur de bits, hein, où là, de façon linéaire, on va pouvoir réaliser des unions, des intersections, ce genre de choses. Vous voyez, donc le choix, ben, vous le savez bien, hein, c'est de l'informatique, le choix d'une structure de données dépend typiquement de ce que l'on veut faire avec. Donc, on retrouve ici, évidemment, cette idée de compromis, finalement, de critères relativement antagonistes, et donc de compromis à réaliser. Donc, ces idées d'expressivité, d'efficacité spatiale et temporelle, on peut les rendre formelles. Ce sont des notions en particulier que j'ai exploitées avec un collègue aux États-Unis il y a quelques années pour des notions clés un peu en compilation de connaissances, où on va s'intéresser en fait à des transformations entre représentations. Comment transformer des représentations pour éventuellement perdre un peu en efficacité spatiale, mais gagner en efficacité temporelle, par exemple, de jouer sur ces deux volets-là. Voilà. Alors, pourquoi séduire l'IA symbolique et par rapport à nos objectifs là, de making a mind, hein, je reviens au début, pourquoi on n'y est pas? Il y a plein de raisons qui font qu'on n'y est pas, hein, je vais en évoquer là. Sur le côté modèle, que ce soit modèle de type d'information ou modèle de raisonnement, il y a plein de modèles possibles, il n'y a pas de consensus là-dessus. Voilà, donc se pose une question, comment choisir un modèle adapté à une situation donnée? C'est pas simple. De la même manière, hein, une fois qu'on s'est fixé sur un modèle, visuellement, il y a plusieurs choix de représentation possibles. Hein, et là encore, comme je l'évoquais juste avant, il y a des compromis à réaliser. D'accord ? Si je choisis telle représentation, certains traitements vont être plus efficaces, mais d'autres pas. Si j'ai besoin de tous ces traitements-là pour mon application, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Il n'y a pas de réponse claire et nette à ça. Et puis, il y a des raisons peut-être encore plus profondes. Hein, c'est que, évidemment, avec un système symbolique à base de connaissances, à un moment, il faut de la connaissance. Hein, et d'où est-ce qu'elle tombe, cette connaissance? C'est pas trivial du tout, ça, cette question-là. Hein, voilà, la connaissance, il faut réussir quelque part à véritablement la faire apparaître. Donc, ça peut se faire évidemment par des processus d'apprentissage, ça doit se faire par des processus d'apprentissage ou de transfert de connaissances. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais comment? Voilà, c'est pas simple. Hein. Le transfert de connaissances est lié aussi aux questions de dynamique des croyances. Est-ce qu'on est toujours prêt à accepter les informations transmises par les autres? Évidemment pas. Hein, donc, voilà, il faut aussi pouvoir prendre en compte cet aspect de raisonnement dynamique des croyances. Comment est-ce qu'on change, on transforme ces croyances? C'est pas facile. Et puis, une autre grande difficulté, bien sûr, qui se pose, ce sont les barrières liées au calcul.
dès qu'il s'agit de raisonner à partir de connaissances, on va tomber en fait sur des difficultés algorithmiques. Je vais revenir là-dessus, qui empêchent typiquement de passer à l'échelle, pour lesquelles, en tout cas, il faut une attention particulière à apporter si on veut pouvoir passer à l'échelle. Et puis parfois, on n'a pas de réponse, on n'a pas de solution algorithmique de façon absolue. Bon, vous savez bien, par exemple, le problème de la déduction en logique du premier ordre, par exemple, ce problème-là est seulement semi-décimable. En énoncé est une conséquence logique d'un ensemble d'infinies formules. On pourra trouver une preuve, alors c'est en théorie, d'accord. Quand ça n'est pas une conséquence logique, éventuellement, il n'y a pas de solution algorithmique pour pouvoir le montrer. Voilà, donc on a des barrières comme celle-là. Alors, ça, c'était pour la représentation des connaissances. Un mot maintenant sur l'explication, l'explication en représentation des connaissances. En fait, cette idée d'explication, on la retrouve à plein d'endroits. En représentation des connaissances, parce que voilà, la question d'expliquer, elle apparaît finalement partout. Une question clé, c'est évidemment d'expliquer pourquoi un énoncé donné est vrai, est une conséquence de nos croyances. Donc là, on est dans le cadre de la déduction. D'accord ? Expliquer pourquoi un énoncé peut être déduit d'un autre. Une autre forme d'explication dont on a déjà parlé ces jours derniers, c'est l'abduction. Dans ce cas-là, disons, les connaissances disponibles ne permettent pas d'expliquer pourquoi, par exemple, une certaine observation peut être faite. La théorie ne rend pas compte de la réalité qu'elle est censée modéliser. Ça veut dire que la théorie est incomplète. Et donc, il faut trouver une façon d'ajouter de l'information à cette théorie. Et l'abduction a pour objectif, justement, de proposer des hypothèses qui, si on vient les ajouter à la théorie, vont permettre, en fait, de rendre compte, finalement, de l'observation dont la théorie devrait, a priori, rendre compte. Et puis, il y a plein d'autres cas où on a envie d'expliquer. Par exemple, on observe un agent, dans un cadre de raisonnement sur l'action, on observe un agent qui réalise des actions, qui prend des décisions, etc. On aimerait comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Donc ça, c'est une autre problématique d'explication. Ça s'appelle la reconnaissance de but. Et c'est aussi étudié en représentation des connaissances. Une autre forme très classique d'explication, c'est d'expliquer finalement la dérive d'un système. On a un système pour lequel on a un modèle. Le système a un fonctionnement correct qui va être décrit par son modèle. Et puis, voilà, on observe, on a des points d'observation sur le système, et puis on observe une dérive par rapport à un fonctionnement nominal. Et dans ce cas-là, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Une pièce qui devient défectueuse, qui est cassée, etc. Ça, c'est la problématique du diagnostic. C'est aussi une question qui a été largement abordée en IA depuis bien longtemps. Donc, vous voyez, cette idée d'explication, on la retrouve à plein d'endroits. Ce n'est pas très, très étonnant. Voilà. Alors, pourquoi la représentation des connaissances, c'est quelque chose finalement d'assez intéressant quand on s'intéresse à expliquer. Je dirais globalement, il y a deux raisons essentielles, à mon avis, pour ça. Déjà, le fait que la plupart du temps, les explications qu'on va pouvoir dériver en IA symbolique, eh bien, elles ont une forme symbolique. Donc, elles s'appuient sur des concepts qui nous parlent, elles prennent la forme d'énoncés qu'on va pouvoir interpréter, par exemple, munir d'une valeur de vérité. D'accord ? Donc, quelque chose qui nous parle, qu'on comprend. Et puis, par ailleurs, l'inférence explicative, celle qui part de connaissances ou d'informations données et qui vise à produire des explications en bout de chaîne, ce sont des inférences. Et comme n'importe quelle inférence, bien définie, une inférence, ça va être une suite
finie, je vais revenir, d'étapes, en fait, qui sont toutes idéalement suffisamment simples pour pouvoir être comprises, pour pouvoir expliquer finalement pourquoi on a produit une explication à partir des données fournies initialement. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier à l'IA symbolique et voilà, c'est intéressant, hein. On n'a pas ce genre, vous reprenez un petit peu ce qu'on a vu ces jours derniers, particulier autour de l'apprentissage profond, etc. On n'a pas ce genre de choses. Voilà. Un autre point très rapide, je ne vais pas insister là-dessus, vous savez aussi pourquoi on s'intéresse beaucoup à l'explication aujourd'hui, parce qu'il y a des contraintes légales maintenant sur les systèmes d'IA et le fameux GDPR, comment dire en français, voilà. Voilà, où on attend, hein, c'est le législateur veut que, voilà, quand des décisions sont prises automatiquement, vous voyez, on puisse, l'utilisateur humain puisse obtenir une explication de la décision. Le texte après reste suffisamment flou. Voilà, la trace d'un algorithme, c'est aussi une explication. Donc, la trace de fonctionnement d'un réseau de neurones profonds, oui, c'est une explication de la prédiction qui est réalisée en bout de chaîne. Bon, est-ce que ça suffit? Je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas parler de clauses juridiques ici. Hein, bon. En tout cas, quelque chose qui est assez net, hein, c'est vraiment le développement de l'IA explicable depuis quelques années. En fait, sa cause principale, son explication, j'ai pu dire principale, c'est véritablement les progrès qui ont été faits avec ces systèmes opaques, pour lesquels on aimerait quand même comprendre un peu mieux les résultats, essayer de les expliquer. Voilà. Alors, un autre aspect peut-être moins abordé ces derniers jours sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que donc l'explication, c'est un processus social. D'accord ? C'est un processus social, en fait, qui invoque au moins deux parties. D'accord ? La partie qui explique, peut être un système automatique, mais pas forcément, et puis la partie qui reçoit l'explication. Souvent, ce qui nous intéresse, la partie qui reçoit l'explication, c'est un être humain. Mais des êtres humains, il y en a beaucoup, de tout type. Voilà. Ça va compliquer les choses. Donc, puisque l'explication, c'est un processus social, hein, c'est un acte de communication d'un agent vers un autre agent, on attend, comme tous les actes de communication, hein, que cet acte-là obéisse à un certain nombre de principes. Et on revient sur l'idée de postulat, enfin, même si là, ce n'est pas formalisé mathématiquement, mais c'est l'idée. Donc, les maximes de conversation de Grace. Est-ce que ça vous parle, ces maximes de conversation? Non. Alors, Paul Grace, rapidement, hein, c'est un philosophe linguiste américain du siècle dernier, c'est pas très ancien, qui a mis en évidence un certain nombre de principes à satisfaire, que les communications entre humains devraient satisfaire, ou satisfont, hein, usuellement. C'est donné par 4 maximes. Maxime de quantité, qui dit précisément que si quelqu'un vous pose une question, attend une information de votre part, vous allez lui fournir toute l'information que vous pensez qu'il a besoin, dont vous pensez qu'il a besoin, d'accord, et pas au-delà. Ça demande, vous voyez, que vous ayez déjà une idée des informations dont votre interlocuteur dispose. Pas simple. Ça, c'est la maxime de quantité. Maxime de qualité, c'est de fournir de l'information qui est vraie, hein, ou au moins qu'on pense vraie. D'accord ? Maxime de relation ou de pertinence, c'est de fournir seulement de l'information qui va être utile par rapport à la question posée par l'interlocuteur, par exemple. Et puis, la maxime de manière, elle dit qu'il faut essayer de communiquer de la façon
de façon simple, hein, on retrouve cette idée d'intelligibilité quelque part. Pour vous donner un exemple, voilà, il y a un principe de droit qui existe encore de nos jours, appliqué en France en tout cas, qui est issu du droit romain, qui dit la chose suivante, je vais vous le faire en latin, nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Si je vous le raconte comme ça, il y a des latinistes émérites parmi vous, je pense que ça ne va pas beaucoup vous parler. Alors, je vais vous le faire en français. Ça va peut-être vous parler un peu plus, mais ce n'est pas totalement évident. En français, ça dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Ça vous parle? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, en termes plus simples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si vous contrevenez à la loi, par exemple, le code de la route, vous grillez un feu rouge. En grillant le feu rouge, d'accord, il y a quelqu'un qui arrive, qui lui passe au feu vert et vous percute, vous ne pouvez pas vous retourner contre la personne qui vous a percuté. D'accord? C'est vous qui vous êtes mis, en quelque sorte, en dehors des clous. Hein, c'est par votre propre turpitude, d'accord, que vous vous êtes mis en danger. Donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Et je pense que c'est plus clair. Donc, c'est ça le principe de manière. Vous voyez, d'essayer d'utiliser la façon pour faire passer le message qui soit adapté à l'interlocuteur. Alors bon, je pense que parmi vous, il y a aussi beaucoup de personnes qui enseignent. Hein, finalement, ce qu'on voit là, hein, on le sait bien quand on enseigne. Quand vous avez des étudiants qui vous posent des questions, bien souvent, il va falloir interagir un peu avec l'étudiant pour comprendre ce qu'il ne comprend pas. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a? Alors voilà, est-ce qu'il a des croyances qui sont erronées par rapport à ce qu'on a expliqué? Est-ce qu'il lui manque de l'information? Tout ça va passer, et évidemment, d'un étudiant au suivant, ce n'est pas la même explication qu'il va falloir fournir. Donc, ce qu'on a derrière, évidemment, on retrouve ces idées, ce principe de base. Et on va les avoir, bien entendu, pour le système d'IA, question d'explication en IA. Donc, la qualité d'une explication va dépendre typiquement de la personne qui reçoit l'explication. Une bonne explication, une explication pertinente, il n'y a pas de notion de qualité d'explication, de bonne explication absolue. Ça dépend de la personne qui la reçoit. Un compte-rendu juridique, je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses, ou un compte-rendu médical, il va y avoir, pour un médecin, c'est tout à fait intelligible, ou pour un juriste, c'est tout à fait intelligible. Pour un kidam, ça l'est strictement pas. Vous assure, vous ne prenez rien du tout. Voilà. Bon. Voilà. Et donc, si on veut essayer d'aller un peu au-delà, on va devoir prendre en compte, idéalement, un modèle de la personne qui reçoit l'explication. Donc, avoir une idée des concepts qu'elle connaît, une idée des croyances qu'elle peut posséder, pour fournir une explication finalement qui soit adaptée à la personne, qui soit intelligible, puisque c'était la question. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Voilà. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des connaissances limitées, on n'est pas des raisonneurs parfaits, donc on ne peut pas extrapoler par rapport au principe de la logique. Et ce n'est pas si trivial de fabriquer un modèle qui colle bien finalement à notre interlocuteur, celui qui nous pose des explications. Alors, je ne sais pas si vous tombez sur des agents, des explainistes aussi farfelus que le concombre masqué et son ami chourave, il risque d'être bizarre et compliqué de leur fournir des explications. Bon, si vous ne connaissez pas Mandrika, vous aimez l'humour un peu absurde, je vous conseille la lecture de ça. Voilà. Alors, si on essaie d'aller un peu plus loin maintenant, et si ce n'est de définir l'intelligibilité, au moins essayer d'exprimer des conditions pour qu'une explication soit intelligible,
ben, on peut se dire les choses suivantes. On va devoir poser des conditions de structure, sur la structure. Des explications, on attend qu'elles soient structurellement simples. Si c'est un bazar super compliqué au niveau structure, on ne va pas pouvoir entrer dans la compréhension. Un autre point important aussi, ça c'est lié à nos limitations cognitives. On attend typiquement qu'une explication, ça soit quelque chose de relativement concis. Alors, pourquoi? Parce qu'on est limité. On sait faire plein de choses, c'est assez fantastique, mais on a aussi des limitations. Je pointe ici le papier d'un, c'est pas le même Miller que tout à l'heure, ça c'est George Miller, un papier des années 50, qui est parfois vu comme le papier fondateur de la psychologie cognitive. Ce papier-là, voilà, qui parle du nombre magique 7 plus ou moins 2. Il fait référence en fait à la notion de chunk, de tronçon, de bout, et à la capacité en fait de notre cerveau d'appréhender ensemble, comme un tout, des quantités d'informations qui vont rester réduites. Donc, globalement, 7 objets, 7 choses, plus ou moins 2, selon éventuellement que on est bien réveillé, on a bu assez de café, ou qu'on est. Alors, il y a sans doute des outliers, des gens super brillants, etc., qui font plus de capacité, mais voilà, souvent on est là, on n'est pas plus loin. Et voilà, donc il y a eu plein d'expériences faites par les psychologues cogniticiens qui ont tout à fait, qui vont dans le sens de la confirmation de ces limitations-là. Vous voyez, sur les explications qu'on va produire, il faut garder ça quand même en tête. Si on produit une explication très compliquée, voilà, par sa structure ou par sa taille, finalement, ça ne pourra pas faire réagir quelque part notre interlocuteur humain. Évidemment, les concepts mis en jeu, je l'ai déjà évoqué, c'est important aussi, les explications doivent être compréhensibles. Je vous parlais du compte-rendu médical ou juridique. Vous pouvez tomber là-dedans sur des mots, je vais vous donner un exemple un peu plus tard, vous n'allez pas comprendre du tout. Voilà, donc si vous avez ça dans une explication, voilà, ça ne vous permet pas de comprendre grand-chose. Et puis un dernier point, c'est bien sûr le nombre des explications. Souvent, il n'y en a pas qu'une. Donc, il peut y en avoir beaucoup, ça, je vais le montrer aussi. S'il y en a trop, on tombe sur ces problèmes de taille. On n'arrive pas à les appréhender toutes globalement. C'est ce qu'il faudrait faire quelque part pour avoir une vue complète de l'explication. Voilà. Donc, dans la suite, je vais utiliser un peu des notations que je résume ici. Donc, T pour moi sera la connaissance disponible. Phi sera l'explanandum, c'est-à-dire l'énoncé qu'il s'agit d'expliquer. Alpha sera l'explanance. L'explanance, c'est l'explication elle-même. Et puis U, l'utilisateur, sera l'explaini, donc la personne qui attend une explication et qu'on modélisera plus ou moins. Par exemple, simplement en se focalisant sur les concepts qui sont intelligibles par la personne. On va faire un peu plus. Je vais vous montrer ça. Voilà, et là, je termine avec cette introduction. Je vais attaquer donc directement sur les explications déductives. Voilà, ou l'explication déductive, celle-là, on la connaît plutôt bien. Il s'agit d'expliquer pourquoi un énoncé est vrai, une conséquence d'une théorie en tout cas, ou ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on utilise typiquement en représentation des connaissances pour répondre à ce genre de questions? On va modéliser notre relation d'inférence par un système axiomatico-déductif, un système formel. Voilà, donc un triplet, où on va avoir un langage qui va nous servir à représenter l'information. Ce langage, on suppose qu'il est récursif. Vous voyez, on a des notions algorithmiques de calcul au cœur de la notion de preuve, de déduction. C'est important de bien le comprendre. Donc, récursif, je vous rappelle, ça veut dire que, globalement, il existe un algorithme en temps fini qui, quand on lui donne
une suite de symboles utilisés pour construire les énoncés de L va vous dire ah ben ça, c'est bien un énoncé de L ou ça, c'en est pas un. De la même manière, on va considérer un sous-ensemble du langage récursif qu'on va appeler les axiomes. Donc, on peut reconnaître en temps fini par algorithme les axiomes. Et un ensemble récursif, là encore, de relations d'arité finie en fait, sur le langage, qu'on va appeler des règles d'inférence. Et typiquement, on va noter ces règles d'inférence, leur application, comme des triplets d'éléments du langage, des triplets ou des énuplets de façon générale d'éléments du langage. Et plutôt que de. On va faire jouer un rôle particulier au dernier élément du énuplet, c'est la conclusion de la relation d'inférence. Mais d'un point de vue mathématique, c'est juste un énuplet. L'idée, c'est de dire à partir de alpha et de bêta, je dérive gamma. Donc c'est ça, un système formel de démonstration. Je pense que vous l'avez déjà toutes et tous vu, ce genre de concept. La plupart du temps, on va supposer que notre théorie est cohérente. Dans le cas des systèmes formels, ça veut dire qu'on ne va pas être capable, à partir de notre relation d'inférence et des hypothèses de T, de dériver tous les énoncés du langage. C'est ça, l'incohérence. Quand est-ce qu'on peut dire finalement qu'un énoncé, on utilise ces systèmes formels pour déterminer si un énoncé phi est bien une conséquence d'une théorie T, on va dire simplement, on va regarder si on peut trouver une preuve de notre énoncé à expliquer ici phi dans le système formel de démonstration, avec les hypothèses qui sont des éléments de T. Et une preuve, ça se veut une explication du fait que, effectivement, l'énoncé phi est une conséquence de la théorie. Ça va, une preuve, ça sert qu'à ça. Ça n'a pour but que de convaincre la personne à qui on la présente de la vérité de l'énoncé mathématique sous-jacente, c'est-à-dire, étant donné un certain ensemble d'hypothèses, voilà, on peut dériver de façon absolument certaine quand il s'agit de logique classique, de relations d'inférence qui sont celles de la logique classique, la conclusion en question. Voilà. Donc, une preuve, c'est quoi? D'un point de vue mathématique, c'est simplement une suite finie d'énoncés du langage. Donc, le fini est évidemment important. Ou dans cette suite, on trouve quoi à chaque étape? Un axiome ou bien des hypothèses, des éléments de la théorie donnée au départ, ou alors on obtient notre énoncé en appliquant une des règles d'inférence à partir d'énoncés qui se trouvent avant dans la preuve. On a réussi à prouver des choses, puis on utilise ce qu'on a réussi à prouver pour produire une autre conséquence en utilisant des règles d'inférence du système formel. Voilà. Alors, le point essentiel, c'est que l'ensemble des preuves dans un système formel de démonstration, tel que je l'ai défini, à partir d'un ensemble d'hypothèses dans T, données finies, par exemple, je pourrais même simplement faire l'hypothèse qu'il est lui aussi simplement récursif, eh bien, c'est que l'ensemble des preuves est récursif. Ça, c'est totalement fondamental. C'est à ça qu'on veut aboutir. On doit pouvoir vérifier qu'une preuve est une preuve en temps fini avec un processus algorithmique. Si on n'est pas capable de faire ça, tout ça, globalement, ne sert à rien. D'accord? Voilà. Donc, alors, il y a un côté un peu, alors c'est une jolie abstraction mathématique, un côté très puriste dans tout ça. On parle de suite finie, de vérification en temps fini, mais on ne dit pas, on ne borne pas la longueur de la suite, on ne dit rien sur le temps qu'il va falloir effectivement pour vérifier les preuves, etc. Et vous allez voir que ça, c'est un problème. Oups. Mais avant ça, voilà, très rapidement, je vous rappelle que voilà, des systèmes formels de démonstration, il existe plein. Si on se focalise sur des relations de conséquences parmi
les plus classiques, bah, c'est qu'on connaît bien, enfin, vous connaissez tous depuis longtemps, qui est la déduction logique, hein, celle qu'on utilise globalement en mathématiques. Eh bien, on peut la capturer hein, par un jeu de symboles. Donc, on retrouve cette idée de système physique symbolique. Hein, c'est un système formel, c'est rien d'autre que ça. Hein. Dans l'idée de système formel, ça ne veut pas dire théorique ou je ne sais quoi d'autre. Ça veut dire qu'il s'appuie sur la forme des énoncés. C'est rien d'autre. Et c'est ce qui se passe là. La signification, elle est en dehors. D'accord ? Donc, des systèmes formels pour la logique, il n'y en existe pas. Théorème de complétude de Gödel, voilà, système de Hilbert, enfin bon, je peux parler de Gensen, plein d'autres personnes. La résolution, vous savez, je pense, vous connaissez tous le principe de résolution. Ouais. Où là, on va avoir des résultats de complétude qui sont un peu plus faibles. On ne va pas avoir une équivalence, une méta-équivalence comme celle que je donne ici, mais quelque chose en fait d'un peu plus faible qui est la complétude réfutationnelle. C'est-à-dire que pour montrer avec la résolution qu'un énoncé phi est une conséquence logique d'une théorie T, hein, on va procéder par réfutation, on va supposer non phi, on va l'ajouter à T, on va mettre ça sous forme clausale, hein, et puis en utilisant le système formel qui est le système de résolution, on va prouver une contradiction. D'accord? Ça va, ça? Donc, ça, c'est en logique propositionnelle ou en type prologue. Vous savez, en premier ordre, il faut faire des trucs type scolarisation, genre de bazar. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là ici. Alors, évidemment, hein, les systèmes formels dont je parle là ont des limitations intrinsèques. Je vous ai déjà parlé des difficultés de calcul. Hein, le fait que, par exemple, au premier ordre, hein, ce qu'on a ici, voilà, être capable de décider cette relation-là, c'est-à-dire, étant donné un T donné une formule du premier ordre donné, étant donné un phi, d'accord, être capable de déterminer si phi est une conséquence logique de T, il n'y a pas d'algorithme en temps fini pour faire ça. Le problème, il est seulement semi-décidable. D'accord, le langage des théorèmes, il est récursivement énumérable, mais il n'est pas récursif. Mais il y a d'autres limitations. Par exemple, voilà, quand ça devient compliqué, qu'on a un langage suffisamment expressif, on ne va pas pouvoir capturer la notion de vérité hein, par la notion de preuve, hein, d'existence de preuve. Voilà, et ça, bien sûr, c'est le premier théorème d'incomplétude de Gödel, hein, les vérités de l'arithmétique, la théorie des nombres, on ne va pas pouvoir les attraper avec les systèmes formels de démonstration. Voilà, il y a des limitations intrinsèques sur ce genre d'objet. On a, je l'évoquais, hein, bien sûr, aussi des limitations du côté du calcul. Je ne reviens pas. L'ensemble des conséquences logiques, donc des théorèmes hein, d'une certaine théorie en logique du premier ordre, est seulement récursivement générale. Il n'est pas récursif. Il n'y a pas de procédé de calcul en temps fini, de façon générale. Voilà. Alors, en logique propositionnelle, ça se passe mieux. Hein. Ces questions de déduction, elles sont bien sûr décidables. D'un point de vue, elles sont décidables. Il y a des algorithmes en temps fini pour répondre à ça. Seulement, elles ne sont pas décidables efficacement. Donc, la question qui est là, voilà, si T, c'est une formule propositionnelle, et phi, c'est une formule propositionnelle, vous voulez savoir si ça, c'est vrai, alors même quand il n'y a pas de théorie, vous vous intéressez qu'aux formules propositionnelles valides, vous voulez les reconnaître, vous allez pouvoir le faire par algorithme. L'algorithme existe, pour autant, l'algorithme n'est pas efficace. D'accord ? Il n'existe pas d'algorithme aujourd'hui efficace pour répondre à cette question, et la conjecture, c'est qu'il n'en existe pas. S'il en existe un, en fait, on aurait P égale NP, on aurait P égale CoNP, qui est totalement la même chose que P égale NP. Ça va? Oui, ouais. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pour le premier, est-ce qu'on peut avoir des exemples de la littérature sur
là, on n'a pas la notion de vérité qui est toujours, qui peut toujours être obtenue grâce. Alors, ben, c'est typiquement, donc, voilà, vous voyez, vous voulez représenter exactement ce que sont les vérités de l'arithmétique, la théorie des nombres. Vous allez être incapable de le faire, ça c'est ce qu'a montré Gödel. Vous intéressez, alors ça jette le trouble quand on raconte ça aux étudiants, la notion d'ensemble. On dit, ah, ben c'est bien, les ensembles, vous connaissez ça depuis qu'on est tout petit, on fait des patates, etc., et des trucs dedans, c'est super. Bon, après, nos ensembles habituels, les entiers naturels, les réels, tout ça, tout va bien, mais on n'a pas d'axiomatisation complète de la théorie des ensembles. En fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un ensemble aujourd'hui. On a des théories des ensembles, mais il y a plusieurs théories possibles et il n'y a pas de théorie complète pour les ensembles. En maths, on utilise LFC, ça me le prend là-dessus du choix, mais il existe encore aujourd'hui, des théories alternatives des ensembles. On ne sait pas ce que c'est qu'un ensemble. Alors, je ne veux pas trop vous troller, pour nos ensembles habituels, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Parce qu'ils sont quelque part petits. Là où ça se complique, c'est quand ça devient très grand. Alors, ils sont déjà infinis, hein, mais vous savez, il n'y a pas qu'un seul infini. Je m'aimerais bien vous demander, juste pour le symbole que vous utilisez, donc là, le T à l'horizontale et le T avec deux traits, c'est les deux symboles que je distingue mal. Pour moi, tous les deux, c'est comme séquence 2. Alors, ce que je veux dire par là, hein, là ici, je mentionne la relation de déduction logique. Donc, celle qu'on connaît hein, en logique classique, hein, et qui signifie tous les mondes, tous les modèles qui rendent vrai la partie gauche sont aussi des mondes qui rendent vrai la partie droite. D'accord ? Alors que la relation avec un seul trait, syntaxique, c'est véritablement l'existence d'une preuve. Je peux prouver, dans un système formel, je peux prouver la conséquence, il existe une preuve de la conséquence dans un système formel, à partir des hypothèses qui sont données par la partie gauche, dans le T. Ça va ? Ok. Si la théorie avec déduction, vous dites tous les mondes, s'il n'y a qu'une partie des mondes qui permettent de déduire phi, ce n'est pas une condition suffisante. Alors non, si vous avez seulement une partie des mondes qui permettent de déduire phi, on le verra tout à l'heure, vous n'êtes pas certain que phi est vrai. Oui. Parce que l'idée, hein, c'est que quand on représente une information sur un nombre donné avec une certaine théorie T, c'est de dire eh bien T possède ce monde que je veux capturer parmi ces modèles. Mais je ne sais pas en dire plus, voyez. Donc il y a plusieurs modèles possibles typiquement pour ma théorie. Je sais que le monde réel, moi je suppose, le monde réel constitue un de ces modèles-là, mais je ne sais pas en dire plus. Je n'ai pas assez d'informations, je ne sais pas séparer, trouver exactement comment caractériser ce monde réel. Voilà. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas conclure phi, hein, parce que pour pouvoir conclure phi, il faudrait être sûr que, quel que soit le monde, d'accord, quel que soit ce modèle de T, d'accord, ce monde va rendre phi vrai également. Si vous n'avez pas de chance, c'est le côté push en avant de la déduction. Okay. Ouais. Ok. Donc, comment on peut prouver ce genre de choses, hein, prouver que phi est une conséquence logique de T, en mettant en évidence une preuve. Le souci, hein, c'est que de telles preuves, elles peuvent être de taille exponentielle. Donc, on revient, vous voyez, sur les questions d'intelligibilité de tout à l'heure. Ah, ouais. Ça nous pose quand même un souci. Donc, alors ça, on le sait, hein, c'est bien connu depuis longtemps, sur les preuves par résolution, par exemple, pour des formules de type principe des pigeons. Vous savez, vous les codez. Vous codez le fait que vous avez n pigeons et n-1 pigeonniers, hein, moulins, c'est un français. Et puis, vous voulez faire en sorte de placer chacun des pigeons dans un pigeonnier et
évidemment pas deux pigeons dans le même, et vous ne pouvez pas. Si vous voulez montrer que c'est impossible, vous allez, en utilisant la résolution, vous allez avoir besoin, en fait, d'une preuve de taille exponentielle. Alors, la question qui est encore ouverte aujourd'hui, hein, c'est de savoir voilà, si c'est vrai, ça, pour tous les systèmes de preuves, pour la logique propositionnelle. Stephen Cook a pas mal travaillé là-dessus, qui est de voir si, par exemple, il existe des tautologies ou des formules valides de la logique propositionnelle qui requièrent nécessairement des preuves de taille exponentielle, quel que soit le système formel adéquat et complet pour la logique propositionnelle qu'on va considérer. Hein, si on réussit à prouver ça, ça permettrait de prouver que P est différent de NP. D'accord? Pourquoi? Ben, je suis là en fait pour montrer que une formule phi n'est pas conséquence logique d'une théorie T. Il suffit de trouver un modèle de T, d'accord, construit sur les variables de T et de phi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher en dehors. Ça se prouve aussi, qui n'est pas un modèle de T. Donc ça reste forcément quelque chose de succinct. Vous voyez, c'est des affectations de valeurs de vérité en logique propositionnelle pour les variables propositionnelles qui apparaissent dans T et dans phi. Ce n'est pas plus gros que la taille de l'entrée. OK, hein, ça c'est un certificat. Ce genre de modèle constitue un certificat pour prouver que phi n'est pas une conséquence logique de T. D'accord? Et l'existence d'un tel certificat succinct suffit à prouver que cette question-là, elle est dans NP. OK? Vous voyez, donc si à contrario, les preuves pour prouver qu'une formule est valide sont nécessairement de taille exponentielle, ça veut dire qu'il n'existe pas de certificat succinct. Donc s'il n'existe pas de certificat succinct, on conclut que NP est différent de coNP. Et si NP est différent de coNP, P est différent de NP. D'accord? Parce que P est fermé par le complément. P et son complémentaire, c'est la même classe. Donc, si ce n'est pas le cas pour NP, forcément, P est différent de NP. Ça va? Ah, c'est autre chose. Un exemple, je vais utiliser de façon récurrente dans la suite. Voilà, pour illustrer un petit peu tout ça. Je vais illustrer un petit peu ces notions de preuve avec un exemple un peu inventé, mais pas complètement inventé. Je vous l'expliquerai. On va aller avec Abraham chez l'ophtalmo. C'est Abraham Lincoln, hein, le président, vous connaissez peut-être. Voilà. Donc on y va. Donc il va chez l'ophtalmo et puis il lui pose une question. Est-ce que c'est vrai que si je suis myope et que je souffre de conjonctivite, je vais voir flou et mes yeux seront rouges, ou alors j'aurai de la fièvre? Bon. Et le médecin réfléchit et il dit oui, c'est vrai. Et évidemment, vous en doutez, Abraham veut savoir pourquoi. Quelles sont les connaissances médicales qu'il faut mobiliser pour pouvoir répondre affirmativement à la question posée? Voilà. Le médecin va lui dire, par exemple, OK, oui, si effectivement vous souffrez de myopie, vous voyez flou. Et puis, si vous souffrez de conjonctivite, vous allez avoir les yeux rouges. OK? Et ça suffit. D'accord? Ces connaissances-là suffisent, en fait, extraites de la connaissance médicale de l'ophtalmo, suffisent, en fait, à justifier la réponse positive du médecin. Donc, si on essaie de rendre ça un peu plus formel, vous voyez, en logique propositionnelle, on va modéliser, alors, il y a des choses dont je vais parler un petit peu plus tard. Hein. Voilà, oui. Oui, juste pour revenir sur l'explication de l'exemple, j'ai l'impression que le médecin a juste écouté les phrases d'Abraham en deux. Il lui a répété ces phrases comme une explication. Non. Allez voir, attention. Je vais peut-être le montrer formellement, ça sera peut-être plus apparent ici. Hein, regardez, voilà si on formalise finalement la question posée par Abraham, voilà comment elle se formalise. Est-ce que si jamais je souffre de myopie et de conjonctivite, eh bien, nécessairement, j'aurai une vision floue, je verrai flou, mes yeux seront rouges, ou alors j'aurai de la fièvre? C'est ça la question posée. Et la réponse donc, fournie par
Voilà le sens. Et il y a encore d'autres choses dont j'utiliserai un petit peu plus tard. La réponse fournie par le médecin, c'est oui. Et l'explication, c'est si vous êtes myope, vous verrez flou. Et si vous avez de la conjonctivite, d'accord, vous aurez les yeux rouges. Vous voyez, ça, c'est plus fort. Ce n'est pas juste une reformulation. Hein? Le fait d'être myope implique de voir flou et le fait d'avoir conjonctivite implique d'avoir les yeux rouges. D'accord, c'est quelque chose de plus fort que cette partie-là. Parce que, par exemple, une autre explication ici, qui n'est pas le cas, c'est j'aurais besoin des deux hypothèses. Il faudrait être myope et avoir de la conjonctivite pour voir flou. D'accord? Donc, ce n'est pas juste une reformulation. Il y a vraiment un raisonnement qui est fait d'exploitation des connaissances du médecin pour pouvoir répondre à la question. Voilà, donc ça, c'est juste une formalisation assez simple de ce petit scénario que je voulais vous montrer. On peut donc, en utilisant par exemple la résolution, faire ce qu'on montrait, c'est-à-dire effectivement prouver que l'explanandum phi est une conséquence logique de la théorie du médecin. Voilà, pour ça, on part d'une forme clausale de T et de la négation de phi. Donc, j'ai représenté ici une forme clausale de T, puis ici la négation de phi. Je vous donne ça. Et à partir de ça, on peut construire une preuve par résolution de la contradiction, c'est-à-dire ce qu'on appelle une réfutation. Ce qu'on cherche quand on fait des preuves en utilisant le principe de résolution. Vous voyez, on a des clauses d'entrée, voilà, en mettant en résolution sur cette variable myopie, on va pouvoir déduire le fait que la vision est floue. En utilisant le fait que si j'ai une conjonctivite, j'ai les yeux rouges, et la clause d'entrée, je suppose que j'ai une conjonctivite, je déduis que j'ai les yeux rouges. On avait une clause, c'est la négation, on parle de la négation de phi, qui nous dit je n'ai pas à la fois une vision floue et les yeux rouges. Par résolution, on déduit ici je n'ai pas les yeux rouges, et donc avec ces deux clauses-là, on conclut à la contradiction. Voilà. Et donc, partant de cette preuve, le médecin peut, alors imaginez qu'on peut automatiser ce processus, l'information transmise par le médecin, ça va être les clauses mobilisées dans la preuve par résolution, ici, qui sont exploitées pour arriver à la contradiction. Voilà, c'est ça ce que retourne le médecin. Si vous êtes myope, votre vision est floue. Si vous avez une conjonctivite, vos yeux sont rouges. Alors, ça, c'était juste pour illustrer un petit peu. Revenons sur cette histoire d'intelligibilité. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces preuves formelles par rapport aux preuves que nous autres humains écrivons? Je pense que nous tous, parce que je pense qu'on justifie souvent ce qu'on fait avec des preuves dans nos papiers, mais en tout cas, nos collègues matheux font ça. Le bras. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et c'est lié là encore à ces idées de communication, vous voyez, de principe de conversation de Grice. Les mathématiciens, entre eux, possèdent un certain bagage commun. Le principe de quantité fait que des choses qui sont supposées connues par l'interlocuteur, on ne va pas les réécrire dans la preuve. On va pas, si à un moment on a besoin, dans la preuve, à une étape, de dire, voilà, comme on a 2 plus 2 et que voilà, 2 plus 2, ça fait 4, on ne va pas écrire ça dans une démonstration mathématique. Bon. Donc, on va travailler avec une preuve mathématique telle qu'on l'a produite, typiquement, c'est une preuve antimémique, c'est un antimème, c'est-à-dire qu'il manque en vrai des morceaux. Les choses qui vont de soi, les choses qui sont connues a priori par tout le monde, par l'interlocuteur. Dans la conversation de la vie de tous les jours, on ne les répète pas.
voyez, c'est toujours ces histoires, cette maxime de quantité de Grice qui réapparaît ici. Ah, donc l'épreuve formelle, ce n'est pas la même chose que l'épreuve générée par l'humain. Un autre truc qui fait que voilà, c'est pas toujours convaincant, enfin, en tout cas, ça dépend de la personne qui son interlocuteur, hein, là, encore une fois, de l'explaining, c'est que les preuves ne sont pas forcément constructives par nature et que du coup, elles peuvent être des fois trop difficiles à comprendre pour être. Ouais. Quand vous dites les preuves, là, du coup, vous parlez des preuves écrites par les humains ou des preuves formelles? Alors, globalement, les deux. Voilà, enfin, plutôt ici, je vais me focaliser sur le côté, la difficulté de l'intelligibilité des preuves produites par les humains, hein, par le côté non constructif. Puis après, je vous parlerai, je serai un peu plus dans les preuves formelles. Hein, mais voilà. Donc, considérez l'énoncé suivant. Voilà. Les étudiants disent parfois, quand je leur raconte ce truc-là, c'est chaud patate, monsieur. Et effectivement, c'est une histoire de patate. Vous prenez un sac de patates, d'accord, de 5 kg. Et puis, vous dites, bah, les patates, elles ne sont pas trop grosses. En vrai, vous avez au moins 50 patates dans votre sac. D'accord? Alors, on peut montrer qu'on peut toujours, avec notre sac de 50 patates, former deux patates distinctes qui vont permettre d'équilibrer une balance de Roberval, vous savez, les balances des marchés, qui soit archi précise, bien plus que les balances qu'on trouve dans les marchés, qui soient précises au nanogramme près. Alors, ça peut paraître assez étonnant. Hein, alors, pour autant, c'est vrai. Et la preuve est évidemment pas constructive. On ne va pas prendre les tas de patates possibles, hein, et essayer d'équilibrer notre balance Roberval pour le montrer. Comment on va le faire, hein? Ben, on va regarder en fait combien de tas de patates on peut fabriquer, hein, et combien de masses différentes on va pouvoir fabriquer avec ces tas de patates. Donc, si vous avez au moins 50 patates dans votre sac, donc combien de tas de patates vous pouvez fabriquer? Ben, 2 puissance 50. Chaque patate, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Ça fait 2 puissance 50. 2 puissance 50, ça fait quoi, grosso modo? Bah, ça fait 2 puissance 10 à la puissance 5. 2 puissance 10, c'est 1024. Les informaticiens connaissent ça bien. 1024, c'est un peu plus que 1000. Donc 10 puissance 3. Donc notre 2 puissance 50, c'est plus grand que 10 puissance 15. Ça va? 10 puissance 3, la puissance 5. 10 puissance 15. Maintenant, les masses possibles au nanogramme. Bah, vous avez 5 kg de patates, donc 5 10 puissance 3 grammes. Ça fait combien de nanogrammes possibles, ça, de masse? 5 10 puissance 12 nanogrammes. D'accord? 5 10 puissance 12, bah, c'est plus petit que 10 à la puissance 15. Alors maintenant, donc, bon, hein, ouais, votre marchand de fruits et légumes au marché, à mon avis, il aura déjà bugué. Voilà. Et pour autant, c'est vrai, ce qu'on dit là, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir conclure? Ben, on a deux ensembles. L'ensemble de tous les tas de patates possibles de cardinal 10 puissance 15, plus grand que l'ensemble de toutes les masses possibles de cardinal 5 10 puissance 12. Donc, on sait, hein, que quand chaque tas de patates possède une masse. D'accord? Donc, on a bien une application qui, à chaque tas de patates possible, lui associe une masse. Or, dans un ensemble ayant un certain cardinal E qui est strictement plus grand qu'un certain cardinal F, chaque fois qu'on considère une application de E dans F, cette application ne peut pas être injective. Ça, c'est par définition de la différence entre les cardinaux. C'est vrai pour des cardinaux finis, c'est vrai au-delà, c'est vrai pour les cardinaux transfinis aussi. Donc, ça veut dire que notre application, elle n'est pas injective. Mais si elle n'est pas injective, bah, ça veut bien dire qu'il y a deux tas de patates qui possèdent la même masse. Et ça suffit à conclure la démonstration. Alors, vous allez me dire, ouais, ils ont peut-être des patates en commun. Oui, mais ce n'est pas grave. Si ce sont deux tas distincts qui ont des patates en commun, vous les retirez, vous avez encore deux tas de patates ayant la même masse. Voilà. Donc, c'est une définition parfaitement correcte d'un point de vue mathématique, qui pourra sans doute contenter
Un collègue ayant fait un peu de maths, ah ouais, c'est marrant. Marchand de fruits et légumes, je ne suis pas sûr. Hein. Mais montrez-moi, sortez-moi l'état de patate. Et là, vous voyez, ça, vous ne pouvez pas le faire. Hein, la combinatoire, 2 puissance 50. Voilà. Donc, c'est pas, voilà, voilà, convaincre, une preuve intelligible, c'est pas facile. On voit là encore, ça dépend typiquement de la personne à qui on explique. Ça peut être difficile à vérifier aussi, même pour les matheux, hein, il faut s'en rendre compte. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, du théorème énorme, du théorème de classification des groupes simples finis, donc des groupes finis construits sur des ensembles finis. Et simple, ça veut dire que globalement, on ne peut pas les décomposer en sous-groupes. Il y a un théorème connu comme le théorème énorme en mathématiques, qui est un théorème de classification de ces structures-là. Ce théorème, il a été produit non pas par une personne. Alors oui, ça pose déjà un problème de savoir est-ce qu'il n'y a pas une personne qui... Non. Ça veut dire que pour faire confiance dans le théorème, il faut faire confiance aux autres mathématiciens qui l'ont vérifié. Une personne toute seule ne peut pas le vérifier. Hein. Tout ça, c'est des dizaines de milliers de pages. Le dernier rangement, là, les groupes de titres, la preuve, elle fait plus de 1000 pages, je crois, vous imaginez. Voilà. Donc, bon. Voilà. Ce côté, vous voyez, la théorie nous dit une preuve, c'est une suite finie d'énoncés. Oh, super, c'est fini, on est trop content. Ouais, mais quand c'est fini, et non comme ça. Non. Ah ouais, on n'est pas. Voilà. Du coup, sans surprise, hein, voilà, c'est aussi important de le savoir. Hein. Le fait qu'il y ait des erreurs dans les preuves, ne soyez pas accablés hein, si vous écrivez des papiers avec des preuves, avec des soi-disant preuves, puis après vous vous rendez compte que c'est faux. Bah ouais, ça arrive. Hein. On comprend pourquoi. Et pour vous rassurer, ça arrive à tout le monde. Hein. Et même aux mathématiciens de premier plan. Gödel a fait des erreurs dans ses preuves. Plus récemment, Vladimir Vygotsky, je ne sais pas qui c'est qui a fait de la géométrie algébrique, qui a eu la médaille Fields, hein, voilà, a produit des résultats dont on s'est rendu compte ensuite que ces résultats étaient faux. Du coup, d'ailleurs, il s'est intéressé, lui, à la problématique de la preuve automatique de théorème à partir de ce moment-là, en disant, bah oui, on a quand même besoin, voilà, enfin, les informaticiens peuvent étudier quelque chose. Évidemment, hein, pour les preuves formelles, c'est évidemment la même chose. Hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est fini, on est content, mais si c'est horriblement long, on ne sait rien. Enfin, voilà, ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas vérifier. Une preuve qui a 10 puissance 10 étapes, d'accord, si vous avez, il vous faut une seconde pour vérifier une étape d'inférence, ça fait 10 puissance 10 secondes. Malheureusement, quelqu'un qui vit une centaine d'années vit de l'ordre de 3 milliards de secondes, un peu plus. Donc, même si une personne fait ça depuis le moment de naissance jusqu'au décès, n'aurait pas encore fini de vérifier la preuve. Bon. Voilà. Un autre exemple assez récent, vous avez peut-être vu la question des problèmes résolus par machine, les triplés pythagoriciens. La question de savoir si on peut ou pas colorer donc avec deux couleurs, hein, disons bleu et rouge, des triplés d'entiers naturels, hein, de façon à satisfaire l'équation pythagoricienne, carré plus b carré égale c carré. Voilà, donc de façon à faire en sorte, hein, à poser des contraintes sur les triplets, de faire en sorte que les triplets ne soient pas tous colorés de la même manière. En fait, la preuve, elle a été obtenue il n'y a pas longtemps, vous voyez, il y a 5 ans, ça a fait un peu le buzz, vous avez peut-être vu ça.
où à partir de 7825, voilà, non, ça ne marche plus. On va pouvoir trouver un triplet monochromatique. Alors, ça a été obtenu en utilisant globalement la résolution. Ce qui est le fun aussi, c'est la taille de la preuve obtenue. C'est une preuve qui fait 200 téraoctets de taille. Il faut donner un repère, donc c'est l'équivalent de tout ce qu'on trouve dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Vous imaginez la taille du truc. Voilà. Est-ce que tu as un endroit pour t'arrêter? Parce qu'il nous reste peut-être 5 minutes pour la question. Tu peux finir quelque chose? On peut s'arrêter là. Oui, c'est comme vous voulez. Ou je termine peut-être avec l'interpolation rapidement. Ça dépend si vous en avez marre. Ça va. Bon, alors, c'est lié à la déduction. Hein, comme ça, je peux peut-être terminer avec cette partie-là. Donc, quand on s'intéresse à une question de déduction ou d'inférence, en fait, il peut, et ça arrive souvent, on n'a pas besoin de toute l'information contenue dans la théorie pour réussir en fait à justifier que ici l'expérience est bien une conséquence de la théorie. Il y a toute une partie qui en fait ne sert à rien. Donc voilà, tout à l'heure, vous voyez, on avait une formule ici avec des symboles, je n'ai pas encore expliqué pour l'instant. Cette partie-là, ça ne sert à rien du tout. On n'a pas mobilisé dans la preuve par résolution, par exemple. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut essayer de formaliser ça un peu plus? Et en fait, pour ça, on va avoir besoin d'un concept qui est assez classique en logique, le concept d'interpolation. Alors, en logique, je vous montre là en logique propositionnelle, c'est simple, ça existe aussi en logique du premier ordre, ça n'existe pas dans toutes les logiques. Attention. On peut prouver que quand une formule propositionnelle phi est conséquence logique d'une théorie T, d'accord, on va toujours pouvoir trouver une formule alpha construite sur les variables qui sont partagées par T et par phi. D'accord, et qu'on va pouvoir placer, alors parfois d'ailleurs je l'écris, je fais un abus, entre T et phi, c'est bien cette idée-là, vous voyez, et alpha va être une conséquence logique de T, et phi va être une conséquence logique de alpha. D'accord, alpha c'est quelque chose d'intermédiaire entre la théorie et notre expérience. Voilà. Et par exemple, tout à l'heure, l'explication fournie par l'ophtalmo, mais une explication plus spécifique, moins générale, qui est de dire, par exemple, qui élimine simplement le fait d'avoir de la fièvre, qui n'était pas du tout mobilisé dans la preuve. Ces formules-là, ce sont des interpolants. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant avec les interpolants, c'est que on est sûr que les interpolants sont vrais dans le monde réel à partir du moment où on suppose que la théorie est également vraie dans le monde réel. C'est normal, c'est l'interpolant, c'est une conséquence logique de la théorie. Voilà, du coup, on peut voir ces interpolants comme des sortes d'abstractions de preuve. C'est quelque chose d'intermédiaire, c'est moins complexe que la preuve, d'accord, mais ça suffit, ça peut suffire à justifier en fait que alpha constitue une conséquence logique de T. Alors, comment on peut réussir à caractériser ces interpolants? Pour ça, on va avoir besoin de la notion de conditionnement. Ça, je pense que c'est assez classique. Je vais aller très vite. Le conditionnement d'une formule propositionnelle par un littéral, c'est la formule qu'on obtient en remplaçant dans la formule propositionnelle la variable qui apparaît dans le littéral par la valeur de vérité, vrai si le littéral est positif, faux si le littéral est négatif. D'accord? Donc ça nous permet d'éliminer, on affecte en quelque sorte le littéral dans la formule. Voilà. Donc si j'affecte, vous voyez, par exemple, fièvre ici à vrai, je remplace simplement par vrai ici, et puis la formule qui est là devient vraie. Si j'affecte, je conditionne par fièvre à faux, je remplace ici fièvre par faux, et je retrouve
Je retrouve un de mes interpolants. Une opération très classique en logique. C'est une opération qu'on peut réaliser efficacement, c'est juste affecter, donner des valeurs de vérité à des variables. Et puis ça se généralise à des conjonctions de termes. Ce sont des conjonctions cohérentes. On peut utiliser après ce concept-là pour parler d'indépendance, c'est-à-dire qu'une formule propositionnelle est indépendante d'une variable. C'est juste dire qu'on va pouvoir la reformuler, cette formule propositionnelle alpha, en une autre formule qui ne contient pas la variable en question. Okay. Vous voyez, on peut caractériser l'indépendance par le conditionnement. Dire que alpha est indépendant de x, c'est-à-dire que si j'affecte x à vrai, je conditionne en fait dans alpha, je conditionne alpha par x ou je conditionne alpha par non x, ben, ça ne change rien du tout. Donc, voilà. La valeur de vérité de x n'a aucune influence sur alpha. D'accord? Alors, notez bien, c'est une notion qui n'est pas la même chose que l'occurrence syntaxique de la variable dans la formule. Si vous prenez une formule alpha du genre A et B ou non B, mais B ou non B, c'est la tautologie, c'est toujours vrai. La formule A et B ou non B ne dépend pas de B. Pour autant, B apparaît dans la formule. Mais la valeur de vérité de B n'a aucun impact sur la valeur de vérité de la formule. Alors, un autre concept important, c'est le concept de quantification. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses? Une formule booléenne quantifiée. Donc, on prend des formules booléennes, des formules propositionnelles, et on va introduire des quantifications portant sur les variables. D'accord? Donc, ce ne sont pas des quantifications comme les quantifications de la logique du premier ordre. En fait, ce sont des quantifications d'ordre supérieur. Ce sont des quantifications sur les propositions. Ça existe aussi, cette idée-là, alors on parle de logique du second ordre. Si vous pensez à l'énoncé du principe de récurrence, si vous voulez formaliser le principe de récurrence, vous obtenez une formule du second ordre. Vous allez dire, quelle que soit la propriété P, P étant une formule du premier ordre avec une seule variable libre, c'est une propriété qui porte sur des entiers naturels, alors si 0 vérifie cette propriété, et que pour tout entier naturel n, n vérifie la propriété P, le successeur de n vérifie aussi la propriété P, vous pouvez conclure que la propriété P est vérifiée par tous les entiers naturels. Vous voyez, là, vous avez l'énoncé du principe de récurrence, de la quantification du premier ordre, c'est la quantification sur les entiers naturels, mais aussi en tête une quantification du second ordre, la quantification sur la propriété, qu'on prouve par récurrence. Donc là, ici, c'est de la quantification d'ordre supérieur, c'est du second ordre. Et ça se définit, vous voyez, à partir des opérations, à partir du conditionnement, et simplement de la disjonction et de la conjonction. Alors, si vous vous rappelez un petit peu ce dont a parlé Isabelle Bloch, c'était mardi matin, elle nous a parlé d'érosion de dilatation. Ça, c'est un opérateur de dilatation et ça, c'est un opérateur d'érosion particulier. Comme usuellement avec l'érosion et la dilatation, on a ici des quantifications duales, en fait, si on les voit comme, si on élimine les quantifications, on voit ça comme des transformations, ce sont des transformations duales. On peut les étendre facilement à des ensembles de variables. Pour ça, je passe très vite, vous pourrez regarder. Et puis on retrouve, vous voyez, des propriétés bien connues, des opérations justement de dilatation et d'érosion. Le fait que on les retrouve même aussi au premier ordre, le fait qu'une quantification existentielle soit un ou généralisé permet de distribuer en fait la quantification sur le ou, et puis dualement une quantification universelle est généralisée, on peut distribuer sur le et. Et puis quand on a une indépendance, alors là je fais syntaxiquement, si x n'est pas une variable de bêta, ça marche aussi, on peut distribuer la quantification existentielle sur le et. De toute façon, comme x n'apparaît pas dans bêta, la quantification ne change rien. Même chose
quantification universelle. Et puis enfin, le conditionnement lui-même, on peut le voir comme étant une conjonction et ensuite suivi d'une quantification distancielle sur la variable du littéral qu'on a utilisée pour conditionner. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ces formules, en fait, elles ont des rôles tout à fait particuliers. Si V est un ensemble de variables, une formule comme il existe V alpha, en fait, c'est la conséquence logique de alpha la plus forte possible logiquement, donc à l'équivalence logique près, bien sûr, qui soit indépendante de V, qui ne dépende pas des variables qu'on a pu ici éliminer par quantification distancielle. On appelle ça parfois l'oubli de V dans alpha. Et puis, de façon duale, quel que soit V alpha, c'est l'impliquant le plus faible possible logiquement, unique à l'équivalence logique près, donc l'impliquant de alpha qui est indépendant de V. Voilà, donc ça, je vais vous montrer dans la suite que c'est utile. Alors, bon, la transformation, donc, qui est l'élimination de la quantification, elle peut coûter cher d'un point de vue algorithmique, il faut quand même le retenir. La taille des formules auxquelles on aboutit peut être exponentielle. On élimine la quantification. Mais c'est à ça que je voulais arriver. Vous voyez, on va pouvoir caractériser nos interpolants. Où sont les interpolants globalement ici de alpha étant donné t? Comment est-ce qu'on peut les trouver? Ce sont tous les alphas qui sont coincés entre ce qu'on a ici, c'est-à-dire cette formule-là qui était dans laquelle on a oublié toutes les variables qui n'apparaissent pas dans phi. On regarde ce qui est dans phi, et tout le reste, on peut l'éliminer. Et d'un autre côté, phi dans lequel, ici, on a quantifié universellement toutes les variables qui ne sont pas dans t. D'accord ? Et donc, on retrouve sur notre exemple, précisément en faisant ça, vous voyez, l'interpolant ici, qui était l'explication donnée par l'ophtalmo. Et puis l'autre, ici, interpolant plus spécifique, on a vu qu'il était plus spécifique, consiste juste à éliminer le disjoint, là, éventuellement, je vais la faire. Ça va? Vous voyez, on sait un peu, voilà, on sait dire des choses sur ces interpolants, la polynicité, on sait dire des choses sur la taille, et puis on sait aussi les localiser un peu logiquement, les placer dans un intervalle logique. Voilà. Et là, je pense que c'est le bon moment. C'est vrai. Si jamais il y a une petite question ici ou en ligne. Je prends, c'est pas de souci. Donc, est-ce que la limitation de l'humain à comprendre des explications avec 7 concepts ou moins n'empêche pas le système d'IA conçu pour être intelligible d'adopter des formes de raisonnement plus complexes et plus performantes? Oui, c'est sans doute, voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser, reformuler, abstraire. Voilà, alors on ne sait pas encore, vous avez vu ces derniers jours, finalement, les explications qui sont fournies là, pour essayer d'expliquer les boîtes noires. J'en reviendrai un petit peu là-dessus. Elles n'ont pas encore, enfin, elles ne satisfont pas encore tous ces. Déjà, c'est de comprendre pourquoi il s'agit bien d'explications, ce n'est pas simple, ça, je pourrais y revenir. Et puis la taille des explications qu'on va pouvoir produire, souvent, c'est malheureusement beaucoup plus élevé que ça. Donc, alors après, mais ça, là, on est vraiment sur le front de la recherche. Une piste possible pour synthétiser ça, ça peut être d'exploiter de l'information, justement, des connaissances utilisateurs pour peut-être passer à des explications peut-être moins précises, un peu plus globales, mais un peu plus synthétisées, un peu plus faciles à appréhender par l'utilisateur, et puis envisager, pourquoi pas, une interaction, un dialogue avec l'utilisateur pour aller explorer, enfin l'aider à explorer cet espace d'explication. Si c'est trop compliqué pour lui, on ne peut pas tout lui fournir comme ça d'un coup. Il faut penser à réaliser des outils qui vont permettre de naviguer dans cet espace de navigation, de répondre à des requêtes sur des explications possibles, etc. C'est ma vision des choses, mais là, aujourd'hui, je
pense que personne n'a de réponse parfaite à cette question-là. Si je peux aussi ajouter, 7, c'est pour mémoriser des choses. Ça ne veut pas dire qu'on peut comprendre beaucoup plus de choses. Et les psychologues, 7, c'est des choses qu'on ne peut pas lier à quoi que ce soit. Si je vous dis des mots en français, c'est un mot, un concept ou même une phrase. Alors que si vous dites des syllabes aléatoires ou des trucs en japonais, si vous ne le parlez pas, c'est beaucoup moins. Donc, si des choses font beaucoup de sens, ce n'est pas 7. 7, c'est la même marge. Je vous dis des choses. 5, 1, 2, 9, 8, 3. Vous pouvez en retenir 7, 8. OK? Mais si je vous dis des choses comme ça, des années 1789 ou 2021, vous pouvez retenir beaucoup plus de chiffres. Alors, on n'est pas limité à 7. C'est pas que la mémorisation, effectivement, parce qu'on peut utiliser des moyens mnémotechniques pour mémoriser, hein, en reliant justement du sens, pour retenir les chiffres, les suites de chiffres. Vous connaissez un peu les façons mnémotechniques de mémoriser les décimales de pi ou des choses de genre, hein, c'est plus classique. Cette limitation de 7, c'est plus d'être capable d'appréhender globalement les interactions entre les 7 choses ensemble. Vous voyez, et là, oui, parce que là, c'est plus de 2 puissance 7 qu'il faut, à 2 puissance 7 qu'il faut penser qu'à 7 en vrai. Et ça dépend aussi de l'interface. Si on a une interface très intuitive, graphique, on peut voir des choses. On n'est pas obligé de tout tenir en mémoire tout le temps. Donc, si la machine peut nous fournir. C'est globalement, c'est comme ça qu'on s'en sort. On n'est pas limité à ça. C'est comme ça qu'on s'en sort. Mais voilà, ce qu'on montrait un peu, je crois que ça a été confirmé par des expériences d'imagerie cérébrale, hein, c'est vraiment la capacité, voilà, à charger dans notre mémoire, pour prendre une métaphore bien informaticienne, ensemble, hein, à pouvoir appréhender globalement, donc avec leurs interactions, un certain nombre d'objets. Voilà. Après, on s'en sort, oui, voilà, en naviguant effectivement dans cet espace.